pour cette toute première séquence Code ou No Code, Gaël Musquet et m'a donc rejoint dès le début de cette émission. J'accueille aussi Erwan Kezar, le fondateur de Contournement.io. Erwan, bonjour à toi. Erwan, tu proposes des formations express en ligne pour maîtriser les super pouvoirs du no-code. Alors, vous le savez, on va parler de développement informatique, de data science, d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'écoles dans Nouveau Genre, justement, qui se bousculent sur le marché pour attirer les prochains professionnels du secteur et en même temps, programmer sans saisir une ligne de code, ni avoir de connaissances informatiques, c'est la promesse justement du no-code, la promesse vers laquelle tu nous entraînes, Erwan. Est-ce que c'est une lubie de la tech ou est-ce que c'est une vraie démocratisation? On en parle tout de suite avec vous, messieurs. Code ou no-code? Les deux. Ok, drop the mic. Code ou no-code? Les deux. D'accord, ça nous promet un beau débat sur les 10 prochaines minutes. Le no-code, en tout cas, c'est l'avenir de l'informatique selon Microsoft, une solution à la crise économique à venir. Ça, c'est ce que dit Fast Company. Le no-code est sur toutes les lèvres et sur tous les claviers du monde de la tech, mais ça sert à quoi exactement, Docteur No-code? En quelques mots, les outils no-code, ce sont des outils qui, comme leur nom l'indique, permettent de créer des sites web, des applis, des automatisations, des choses numériques avancées, sans écrire ou sans lire de code informatique. Et surtout, ce sont des outils 100% visuels, très intuitifs, qui sont 100% en ligne. Donc il n'y a rien à installer, rien à héberger, ce qui permet à des gens non techniques de réaliser des choses. En revanche, il y a des outils no-code très accessibles, qui permettent rapidement de faire des choses quand on n'est pas technique. Nous, en une demi-journée, on arrive à faire des petites plateformes à des gens et tout. Par contre, il y a des outils comme Bubble ou Webflow qui sont experts, et là, il faut plutôt un mois. Mais attention, le no-code n'est pas le low-code. Le low-code, c'est peu de code, mais quand même, il faut des compétences techniques. Et le no-code, c'est surtout pas anti-code. C'est programmer visuellement, c'est donner des ordres aux machines sans écrire de code, et ça se marie très bien avec le code, il faut le savoir. Ce que tu proposes d'ailleurs avec Contournement.io, c'est de démystifier la technique pour faire ses premiers pas en quelques heures en no-code. Tu dirais que quoi finalement? Le no-code, c'est travailler plus pour gagner plus de temps, ou plutôt travailler moins pour gagner plus? D'ailleurs, elle était mieux dans ce sens, ça formule plus compréhensible en tout cas. La productivité au sens, on va dire, moderne et numérique du terme, c'est ça, c'est travailler moins pour faire mieux. Et dans le no-code, il y a deux choses à dire. C'est qu'il y a le côté, je crée des produits, je crée un site, je crée une appli, ça, certes c'est une chose importante, mais il y a ce qu'on appelle, nous, chez Contournement, les no-code ops, c'est-à-dire optimiser ces opérations, ces ops, ces opérations numériques du quotidien. Que ce soit au niveau perso ou pro, tout le monde ici fait des choses répétitivement, de manière chronophage chaque jour, des copier-coller, des je télécharge, je vais mettre dans tel dossier. Et le no-code, c'est l'un des moyens d'automatiser ce genre de choses, de se faire ses propres outils, de se réapproprier la chose numérique, sans forcément être technique, au lieu de se faire déposséder de son temps. Et je préciserai d'ailleurs que le no-code aussi, les outils contemporains, Airtable, Zapier, tout ça, ce sont des outils bien faits, qui t'apprennent comment fonctionne le web. Nous, on a même fait un projet avec une association de décodeuses où on a formé 35 demandeuses d'emploi au no-code pour qu'ensuite elles apprennent plus facilement le code. Parce que quand tu as touché à des bases de données, à des API, que tu as structuré un site sur les bases de HTML, CSS visuellement, tu comprends vachement mieux ce que tu peux faire en code derrière. Ça veut dire quoi que le no-code, si je t'entends bien, c'est un outil qui va aussi nous amener vers une tech plus inclusive, qu'on ait des bases ou pas en informatique, quel que soit le parcours justement qu'on a vis-à-vis des métiers tech avant? Plus inclusive, ça pour l'instant, nous par exemple dans la communauté No Code France, tout le monde peut la rejoindre d'ailleurs, il y a vraiment tout type de profils, que ce soit des TPE, des PME, des grandes entreprises, des gens qui viennent, qui sont plutôt dans les parcours d'insertion, des gens qui viennent pas du tout de la tech. Mais par contre, les personnes qui représentent, qui prennent la parole dans le no-code, il faut encore que ce soit plus divers et plus inclusif, premièrement. Deuxièmement, le no-code, par contre, c'est un outil profondément démocratisant. Déjà, il y a 10 ans, quand j'avais créé une entreprise qui s'appelle Simplon.co, une école du web solidaire, il y avait un mot que j'aimais bien, c'était la commoditisation des moyens de production logicielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une commodité, quelque chose de facile à avoir, avant c'était un luxe. Là aujourd'hui, faire ce genre de choses, ça devient plus démocratique. Mais attention, le no-code, c'est pas facile. En quelques heures, vous pouvez faire quelque chose. Par contre, c'est pas pour rien qu'on fait de la formation. Si tu es guidé, tu iras plus vite et tu n'apprendras pas de traviole. Ouais, on va dire de traviole. De traviole. Mais n'apprenons pas de traviole et retournons vers Gaël Musquet, justement. Gaël, quand tu entends Erwan, justement, dérouler ses super pouvoirs du no-code, se dire que finalement, oui, ça va être plus simple que d'apprendre chaque langage informatique pour pouvoir coder tout seul dans son coin, tu te dis que finalement, tu n'as pas fait le bon métier? Ah non, au contraire. J'ai commencé à l'âge de mes enfants qui sont pas loin avec MS-DOS 6.22.
où il fallait tout faire en ligne de commande avec des interfaces graphiques très simples et en même temps une manière très complexe d'utiliser la machine. Donc non, au contraire, voir arriver ce type d'outil-là, c'est aussi remettre du sens dans nos métiers liés au numérique. On oublie souvent pourquoi on a des machines, c'est pour nous aider, pour éviter qu'on soit fatigué, pour éviter de se tromper. Sur mon lit d'hôpital presque mort, voir des infirmières se tromper 4 à 5 fois dans mes prises de température, mes constantes vitales, et du coup faire des erreurs, ben ça c'est des choses qui m'ont profondément touché à l'hôpital, et il faut impérativement que l'outil numérique soit au service des métiers et pas l'inverse. Ces infirmières passaient plus de temps à manipuler leur ordinateur qu'à me soigner. Donc si elles avaient eu des outils no-code, si je t'entends bien, ça aurait été beaucoup plus simple, et pour elles en tant que personnel de santé, et pour toi en tant que patient. Complètement. On est vraiment là, en plus, avec des métiers. On parle d'agriculture, on parle de médecine, qui sont frappés par des pénibilités, par des personnes qui ne veulent plus du tout faire ce type de métier, qui n'ont plus ces vocations compte tenu de la pénibilité. Et le no-code permet, pour moi, l'informatique au sens noble du terme et le numérique a pour vocation première d'accompagner, d'aider l'humain et de remettre l'humain au centre en fait de ces métiers et de ces filières en fait qui émergent. Ça veut dire que le no-code, on peut l'appliquer à n'importe quel secteur, industrie. Dans l'absolu, oui, nous on est frappés par la diversité donc des types de profils et de structures qu'il y a dans No-Code France, donc la communauté No-Code qu'on avait co-créée à l'époque, mais aussi par les divers domaines. À partir du moment où tu peux résoudre des problèmes de manière informatique, potentiellement tu peux mettre de l'informatique, de la programmation, du code ou du no-code. Et quand tu dis ça, Gaël, quand je vois des personnels hospitaliers qui devaient faire des choses répétitives, pénibles, encore plus, en plus de leur travail pénible, là, ce qui est intéressant, c'est que le no-code, ça permet aux concernés de résoudre leurs propres problèmes eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant dans le no-code, parce que parfois, faire plus vite, moins cher et tout. Non, l'enjeu, c'est pas que ça va remplacer les développeurs. Les développeurs, il en aura toujours besoin, etc. Par contre, c'est le fait que des gens non techniques peuvent eux-mêmes faire leurs premiers outils, leurs premières automatisations et résoudre leurs propres problèmes avant d'aller plus loin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'en finalement, en s'affranchissant des langages informatiques, des API à partir desquels vous pouvez coder et en faisant du no-code from scratch, on s'affranchit aussi de la logique des plateformes, on reprend le pouvoir quelque part sur la tech et les GAFA. C'est intéressant ce que tu dis, parce que... Merci, donc vraiment si je peux aider. Hein. Ouais, c'est... Ça, du coup, je vais prendre 20 minutes, non je plaisante. Tu peux pas, t'as 3-11 exactement. Ok. En fait, on s'affranchit de certains experts, c'est-à-dire que là, je peux faire moi-même mon appli, automatiser des trucs. Je reprends du pouvoir. Il y a aussi le côté, je comprends mieux comment le web fonctionne, comme on le disait tout à l'heure, le côté un peu éducation populaire, empowerment, décryptage de tout ce truc un peu fumeux qu'est le numérique. Mais quand même, il n'y a pas encore vraiment d'outils open source en no-code. S'il y a un outil N8N, mais qui est assez complexe, ça demeure quand même des entreprises privées à but lucratif, etc. Qui sont peut-être les GAFAM de demain, peut-être pas, parce que leur modèle, c'est pas de vendre vos données, c'est de vous faire un produit gratuit qui après devient à 10 € ou à 20 € si vous l'utilisez beaucoup. Mais ça se questionne d'ailleurs, j'ai cofondé une association, No Code for Good, qui aide les assos à projet environnemental, social via le no-code et des no-codeurs, de no-codeuses solidaires, et qui par ailleurs interroge le no-code en tant que phénomène social, économique, parce que le no-code, ouais c'est cool, c'est l'inclusion, c'est la démocratisation. Attention, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a quand même à questionner l'impact environnemental, la question de ces acteurs demain, s'ils décident de se comporter mal, voilà, il y a une dépendance qui se crée, c'est clair. Donc c'est plus il y aura de diversité aussi de types d'acteurs, et plus il y aura en face des gens qui regarderont ces acteurs d'un œil critique, plus le no-code aura une belle destinée. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de fatalisme technologique, la technologie sera ce qu'on en fait. Absolument. Et justement, en 1 minute 40, pour savoir justement ce qu'on peut faire de la technologie, Gaël, quand tu reçois des enfants, tu reçois beaucoup d'enfants dans la base de Vernon que tu as montée notamment, ils viennent avec des étoiles dans les yeux, sans mauvais jeu de mots, pour justement essayer de se confronter notamment à ces savoir-faire numériques. Aujourd'hui, tu leur dis quoi? Apprenez à coder, continuez quand même à le faire? Même si le no-code est là? Déjà, en fonction de leur âge, on se rend compte, entre les petits piou-piou de 8-9 ans qui savent tout ce qu'ils veulent faire comme métier et des petits de 3e qui sont complètement perdus. J'ai complètement l'inverse en fait. Ces enfants au collège ne rêvent plus. Il y a vraiment une nécessité pour moi de leur montrer mon métier, de leur faire découvrir en fait ce que c'est que le hacking, ce que c'est que l'astronomie, en quoi l'informatique, la radio a permis d'avoir un peu ce qu'on a dans les poches tous, des téléphones mobiles. Tout ça n'est pas génération spontanée.
Donc c'est très important en fait qu'à travers les récits et puis la manière dont ces enfants perçoivent nos métiers, de les raccrocher un peu. Ils souffrent d'éco-anxiété. Là, j'ai beaucoup de décrocheurs à cause du Covid qui sont en phobie scolaire. Bref, en gros, leur montrer que je suis heureux au boulot et que ce boulot permet aussi de résoudre des problèmes qu'ils auront eux aussi à résoudre plus tard, c'est juste leur confier les clés, les outils qui leur permettront de s'épanouir plus tard et de se raccrocher à nos métiers. Merci infiniment, messieurs. On en a terminé pour ce tout premier débat. Mais Gaël, tu restes avec nous en tant que débatteur, puisqu'on va dans un instant parler de l'IA éthique. Erwan, tu vas passer de l'autre côté, sur l'autre desk, pour laisser la place à notre prochain invité qui rejoint ce débat. Je vous rappelle que d'ici une dizaine de minutes, c'est justement notre